Alors, quand on regarde l'évolution des événements le long de ces derniers jours, ce que beaucoup de titres de la presse et beaucoup de médias semblent avoir retenu, c'est le fait qu'on ait eu une inflexion de la part des Israéliens qui, pour leur part, se disaient prêts à une guerre avec, ou à entreprendre une guerre avec la Syrie, si jamais la situation venait à s'envenimer donc dans les prochains temps. Moi, je crois qu'il faut faire attention quand même au fait que certes, les Israéliens ont développé cette rhétorique et sont conformes finalement à une position qui a été la leur précédemment sur ce plan-là, mais dans le même temps, cette même rhétorique israélienne faisait suite à des déclarations intervenues de la part du président syrien ainsi que du ministre des Affaires étrangères syrien, qui pour leur part, quelques jours plus tôt, faisaient savoir que si jamais une guerre venait à opposer la Syrie et Israël, ben finalement les Syriens seraient prêts à la courir et pourraient même marquer des points selon leur propre dire. Donc à partir de là, je dirais dans la globalité, on a une expression ou l'expression traditionnelle des désaccords et des tensions prévalents depuis longtemps entre les Syriens et les Israéliens, mais plus particulièrement aujourd'hui, je crois qu'une grande partie de la réponse se trouve du côté syrien. C'est-à-dire que la Syrie sait qu'il y a notamment la France qui est en bon terme avec elle, elle sait ou elle a pu montrer qu'au niveau de la classe politique libanaise, les ennemis d'hier sont devenus des amis ou presque aujourd'hui. Je fais référence très particulièrement en disant cela au Premier ministre libanais, Saad Hariri, qui pour sa part a entrepris il y a un peu plus d'un mois une visite à Damas, et ce sans oublier qu'en parallèle, il y a quelques jours, on a appris que les États-Unis avaient décidé de nommer officiellement un ambassadeur en Syrie, alors qu'il y avait une vacance sur ce plan depuis l'année 2005. Donc à partir de là, je dirais que la Syrie se sent pousser des ailes, qu'elle dit que de toute façon, ce n'est pas parce qu'elle est prise en considération qu'elle sera prête à le céder sur ce qu'elle considère être des constantes stratégiques, et donc dans ce cadre-là, je crois tout simplement que la Syrie vient quelque part resserrer les vis en disant nous avons des constantes et nous avons des priorités et nous avons également des visions à terme, et notre vision à terme passe notamment par la nécessaire clarification de la donne territoriale qui nous oppose à Israël. La tension a toujours été présente entre la Syrie et Israël, ce d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à quelques petites années encore, en l'occurrence à l'époque de la gestion des perspectives politiques israéliennes par Ariel Sharon, on a eu vraiment des montées et notamment des bombardements de la part des Israéliens sur des positions syriennes suspectées d'abriter tout un arsenal ou tout un ensemble de développement nucléaire. Maintenant, je crois que très particulièrement et très ponctuellement dans l'état actuel des choses, quand on parle de tensions entre Israël et la Syrie, il faut surtout penser aux tensions qui prévalent entre Israël et la frontière sud du Liban, donc en l'occurrence les positions du Hezbollah, et la manière par laquelle les Syriens pourraient eux-mêmes profiter de cette même tension afin de donner ponctuellement une aide au Hezbollah si jamais un scénario belliqueux venait à se développer dans les prochains temps. Donc la tension reste présente, ça c'est incontestablement, mais dans le même temps la question c'est de savoir si cette même insistance de la part des Israéliens et des Syriens sur les désaccords les entretenant pourrait aller vers le développement d'un scénario belliqueux. Dans la globalité, je dirais qu'on ne semble pas à la veille d'une guerre, malgré l'impression que cela donne sur le terrain, mais dans le même temps, le passé a prouvé que d'un jour à l'autre, ou pour ne pas dire d'une heure à l'autre, on pouvait avoir une sacrée montée dans les tensions présentes entre les uns et les autres. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir, quoi qu'il en soit, de développement belliqueux dans les prochains temps, sauf à ce que l'un ou l'autre des États concernés se disent que le développement d'un scénario de guerre pourrait leur amener des gains politiques. Mais une fois encore, je crois que là, c'est quand même exagérer la portée de la configuration prévalente sur le terrain. Quand on voit notamment la manière par laquelle Lieberman d'une part s'exprime et la manière par laquelle Netanyahou a essayé jusqu'à un certain point de rattraper la donne en tempérant les propos de son ministre des Affaires étrangères, on comprend très clairement qu'il y a une situation de rivalité, de tension et de courants divergents prévalant au niveau de l'administration politique israélienne. Et donc quelque part, je crois que Lieberman a été conforme à sa rhétorique virulente, il continuera à l'être d'ailleurs. Netanyahou pour sa part se dit que, étant donné les particularités gestionnaire israélienne s'est imposée jusqu'ici. Et étant donné la manière par laquelle, notamment, Israël n'a pas toujours donné du répondant aux pressions américaines s'exerçant sur elle concernant la question de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés, à partir de là, Netanyahou ne peut pas non plus
trop abondé dans le sens d'une rhétorique belliqueuse, parce que là, il se mettrait vraiment encore plus à dos des alliés qui comptent pour lui, dont les États-Unis. Mais cela ne préjuge absolument pas, ou du moins ne doit pas occulter à nos yeux la situation qui prévaut effectivement à l'interne. C'est-à-dire qu'en dehors de cette question de l'échiquier politique israélien, on sent la tension, elle est extrêmement palpable sur la scène territoriale israélienne. Et en l'occurrence, ce qu'on a pu observer depuis quelques bons mois maintenant, c'est le fait que certaines formations nationalistes ou ultranationalistes se soient positionnées en essayant de faire valoir le droit d'Israël à concrétiser ou à faire aboutir encore plus son droit à la colonisation dans les territoires palestiniens occupés, en l'occurrence. Donc ça va continuer à prévaloir, même si on assiste à des tentatives de recalibrage de la part du gouvernement de Benjamin Netanyahou. L'un des derniers épisodes en date, c'est la manière par laquelle un groupe de nationalistes ultra a essayé de faire valoir ses droits à la colonisation dans un quartier arabe de Jérusalem. Et là, c'est tout simplement l'administration israélienne qui a opposé son veto à ce fait, et le maire de Jérusalem qui, pour sa part, a dû faire marche arrière par rapport à sa validation d'un tel processus. Donc, dans les faits, un maire reste soumis, bien entendu, à des décisions provenant d'une instance placé plus haut que lui, mais dans le même temps, le même positionnement du maire qui dit « j'agis à contre-principe ou à contre-courant de mes principes » montre que finalement, cette question de la colonisation n'est absolument pas à même de rasséréner l'état de la situation en Israël. Et ce n'est pas un hasard si l'on voit aujourd'hui qu'à travers tel ou tel autre article, ce qui est mis en exergue, c'est le fait que Ariel Sharon lui-même, quand il avait procédé à l'évacuation des colons de la bande de Gaza, l'avait fait dans un contexte extrêmement difficile, étant donné qu'il y avait une grande réticence par rapport à ces pas. Donc dit autrement, c'est une manière aussi pour les Israéliens de dire « nous faisons nos efforts concernant la limitation de la colonisation, mais ne croyez pas pour autant que toute limitation de notre colonisation irait jusqu'à proposer à nos voisins de la région de revenir par exemple aux frontières de juin 1967 qui sont la pierre d'achoppement effective ».